Et quand c'est qu'on commence? Là, tout de Je crois que ça filme encore maintenant. Mais moi, j'ai commencé avec Sloïd parce que les problèmes de la fonte des glaces, du réchauffement climatique, de toutes les catastrophes qui arrivent, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Moi, ce qui me préoccupe plus, c'est l'augmentation vraiment du prix de l'énergie. Ça me préoccupe beaucoup, ça fait longtemps que j'y pense. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est vraiment peut-être les quotas, parce que bon, on veut sortir du nucléaire, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va pouvoir remplacer et avoir plus d'énergie pour tout le monde. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde, le prix va augmenter parce qu'on ne le produira plus, on devra le payer ailleurs, notamment en Russie pour le gaz. Disons que par moi-même, j'essaie déjà de trouver des solutions pour diminuer ma consommation d'énergie, vu que les prix de l'électricité et du gaz n'arrêtent pas d'augmenter. J'avais déjà des démarches que j'entreprenais toute seule, égoïstement, chez moi. Et je trouve que c'est une bonne idée, c'est vraiment de partager et aussi essayer des choses qu'on n'a même pas pensé soi-même et qui soient reproductibles, qu'on peut donner comme conseil aux autres. Et ça, je trouvais ça très chouette comme démarche. Et quand on le fait avec des gens, déjà, c'est plus facile que tout seul. Et avec qui je peux, comment dire, essayer de suivre des pistes et de voir quelles sont les bonnes idées et les fausses bonnes idées. Les solutions d'aujourd'hui sont souvent les problèmes de demain, donc à plusieurs cerveaux, on peut essayer de distinguer les unes des autres. Moi, ce que je me disais, c'est que c'est déjà bien d'être un petit comité comme ça qui expérimente des choses. Il faudrait quand même qu'on puisse élargir nos challenges sur les réseaux sociaux. Ils lancent de temps en temps des challenges débiles de se tirer des seaux d'eau à la figure. Pourquoi on ne lancerait pas un challenge de dire allez, cet hiver, 16 degrés dans le chauffage, et voyons un peu qui tient. Ça pourrait lancer des bonnes volontés qui ont envie de faire quelque chose, mais qui ne savent pas par où commencer. Et ça peut devenir un truc qui fait connaître la démarche, qui fait qu'on en parle. Et que ça ne reste pas comme ça dans un milieu écolo un peu privilégié quelque part. Hein. Il faudrait que ça mousse, comme on dit. Si on lance ça maintenant, on peut demander les retours des gens qui vont nous dire « Oui, moi j'ai essayé, je n'ai pas tenu 3 jours ». Ceux qui vont nous dire « Ah oui, j'ai essayé, finalement je tiens ». Et ça nous permet d'avoir un plus vaste panel aussi des données. Si on voit que la consommation baisse parce qu'il y a assez de monde qui essaye de descendre un degré ou 2 ou 3, on peut lancer un challenge à 16, mais on peut se dire quand même bravo si tu arrives à 17, tu vois, ça peut être quelque chose d'assez sympa aussi, un peu comme on gagne des points. Ici sur les statistiques de consommation de la saison, c'est significatif, ça fait réfléchir aussi les politiques. Hein. Moi ce que je vois, c'est la facture de gaz. Chaque année, malgré que les prix montent, je paye un petit peu moins. Je reçois une ristourne à la fin de la saison, c'est très agréable. Déjà la satisfaction d'avoir gagné un peu de sous au lieu que d'en perdre, mais je me dis voilà, c'est possible. Et donc j'essaie chaque année d'aller un petit peu plus loin. En même temps, pourquoi seulement moi, la ménagère de plus de 60 ans, alors qu'il y a des gens qui sont sûrement intéressés et qu'il faut un petit peu juste, voilà, mettre un petit coup de... Ça va permettre de mesurer davantage si on a plus de retours. On a une donnée bien plus intéressante que si c'est une petite poignée de volontaires. En ce moment, j'ai mis mon thermostat à 14. Alors, je ne suis pas sûre que je vais tenir longtemps. Hein? La température n'est jamais encore descendue si bas. Dans mon appartement, sans chauffer, il y a 17 degrés maintenant. Et donc c'est tout à fait supportable pour moi. Moi je l'ai mis à 14, puis si je ne supporte pas, je le monterai à 15 et peut-être à 16, je ne sais pas, je n'ai pas passé encore l'hiver. Voilà, je pense que ce serait chouette et que ça peut devenir un truc bon à la mode, quoi. Si on voit par exemple que la ville de Bruxelles a consommé autant de tonnes moins que l'année précédente, voilà, je pense que c'est un moment stratégique pour essayer ça. Au moment, je n'ai pas encore demandé de datalogger qui m'indique la température. Pour l'instant, voilà, je suis descendue un peu à 15, maintenant je suis à 16. Je n'ai pas encore allumé la chaudière.
je ne ressens pas le besoin. Si j'ai froid, ben, je mets une petite polaire. Et pour le moment, j'ai pas encore essayé vraiment de vêtements thermiques. Ben, moi, par exemple, j'ai mis une peau de mouton entre mon drap et mon matelas pour pas avoir du froid qui vient d'en bas. On n'a pas besoin d'être en t-shirt chez soi, hein, l'hiver. C'est même agréable pour s'emmitoufler en quelque sorte. Quand je dois passer un peu de temps à l'ordinateur, je l'ai mis sur une cyclette d'appartement, je l'ai posé sur le guidon. Et comme ça, je peux pédaler pendant que je fais mes mails et tout ça. Et ça me permet à la fois de faire de l'exercice, et de ne pas avoir froid quand je suis en train de faire du travail de bureau. J'ai testé déjà plusieurs hivers. Oui, ça fait un petit moment que j'ai cette stratégie-là parce qu'on se refroidit très vite quand on reste à l'arrêt devant la machine. Dès que je sens que je me refroidis, ben, je pédale un peu et quand je suis bien et que je commence à me fatiguer, j'arrête. Voilà, ça m'encourage à continuer, vu que elle a fait plusieurs hivers. Moi, c'est mon premier hiver. Je verrai si je tiendrai ou je ne chauffe pas. Il y a juste, comme je disais, un petit bémol, c'est pour la douche. J'ai pensé à mettre quelque chose qui permettait de chauffer juste la salle de bain avant de prendre ma douche. Ça permettrait d'être moins au froid, mais sinon ça permet d'écourter la douche, c'est pas plus mal. Et quelles sont les zones inconnues, les choses que vous ne connaissez pas et pour lesquelles vous faites ces expérimentations, les questions de recherche que vous vous posez? Quel type de connaissances vous avez envie de produire dans Slow Heat? Mais là je fais partie de le petit groupe qui s'est créé et je trouve ça intéressant de savoir pourquoi on a froid, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, est-ce qu'on pourrait le travailler, qu'à force d'être dans le froid on commence à s'habituer, donc pourquoi pas travailler sur soi, ça peut être justement quelque chose qui peut être intéressant. Vu que moi j'adore être souvent dehors, c'est vrai que bon, mettre tout le temps des couches c'est pas très pratique quand on travaille dans le potager, et donc si on peut travailler sur soi et pouvoir travailler de façon plus ample, c'est tout à y gagner pour nous en tout cas. J'aime bien passer mon temps dehors, j'aime bien faire des randonnées, et là souvent je mets souvent une grosse doudoune, mais souvent je l'ouvre, donc c'est bien la preuve qu'on n'a pas forcément froid dehors. Donc je me dis voilà, est-ce que le fait d'être tout le temps en mouvement chez soi, pourquoi j'appliquerais pas ce que je fais dehors à l'intérieur? Je n'ai pas encore essayé le yoga, mais j'ai déjà fait du tai chi, et on sent vraiment l'énergie circuler, donc je me dis pourquoi pas faire une petite séance de tai chi dès que j'ai froid, de 5-10 minutes, pas forcément beaucoup plus. C'est une porte que j'ouvre, mais je ne sais pas du tout dans quoi je m'oriente. C'est plein de portes que j'ouvre et je trouve ça intéressant de savoir voilà, comment on fonctionne. C'est bête, on a plein de techniques qui nous facilitent la vie et on ne sait même pas de nous comment on fonctionne. C'est quand même incroyable. Bien oui, parce qu'à force d'être dans une espèce de confort ouaté, comme ça, on endort certaines capacités, le métabolisme s'est ralenti, la thyroïde devient paresseuse. Je veux dire, tout ça, finalement, l'impact sur les longs termes, on ne les connaît pas beaucoup, encore on n'a pas beaucoup étudié comment ça se fait que l'échauffage, jusqu'où il est bénéfique pour la santé et où il commence à devenir un piège qui entraîne éventuellement des effets secondaires, pas toujours bons, quoi. Ça m'intéresserait de voir, oui, si on peut trouver des réponses là, à ces questions-là pour voir, parce qu'effectivement, ce qu'il faut trouver, c'est un compromis acceptable, disons, entre avoir trop froid et donc nuire à sa santé, c'est pas souhaitable, ça coûterait encore plus cher que d'échauffer, et avoir une chaleur inutile, voire excessive. D'habitude, on entend parler de 19 degrés. Mais il y a beaucoup de gens qui s'échauffent à 21, 22. Mais moi, j'ai passé l'hiver dernier entre 17 et 18 et ça allait très bien. Si j'entrais dans un appartement où il y avait 19 degrés, j'avais envie d'ouvrir la fenêtre parce que j'avais chaud. Il y a la norme qui impose voilà, un peu donc peut-être de de réévaluer aussi la norme. Bon, qui est variable selon l'âge, selon la santé des personnes, leur corpulence, beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. On peut nuancer la norme et la réévaluer pour essayer quand même de pouvoir la descendre vers le bas. Et qu'est-ce qui nous manque comme information, observation pour arriver à ça? De savoir jusqu'où les gens se sentent assez bien et ne tombent pas malades. Si tu prends les eaux, il y a des animaux tropicaux dans les eaux, qui sortent dans leur enclos en hiver aussi. Mais c'est parce que leur tanière est chauffée. Donc à partir du moment où on a une tanière où on peut se réchauffer, on ne craint pas vraiment de tomber malade par excès de froid. Mais est-ce que, justement là on revient sur la taille des appartements,
Parce que maintenant, on a des appartements beaucoup trop grands par rapport à la nécessité, dans beaucoup de cas. Et chauffer tous ces mètres cubes par personne, c'est très cher. Donc je pense qu'il faut penser à recompacter, à réduire la taille des logements, donc à revoir aussi notre manière de consommer. Parce que dans n'importe quel appartement, tu vas trouver un tas de brôles qui sert une fois par an et qu'on pourrait très bien louer la fois par an où on s'en sert. Enfin, moi, la dernière fois que j'ai déménagé, j'ai réduit de moitié la taille de mon logement. Et je trouve que c'est encore grand et que je pense les réduire encore de moitié le prochain logement parce que on n'a pas finalement besoin de 4 étagères pour les bouquins alors qu'il y a des bibliothèques, etc. Je te rejoins et j'avais parlé à Gérardo justement d'un autre projet de vie dans une tiny house avec une superficie beaucoup moindre, de l'ordre peut-être 30 à 50 mètres carrés, pas plus. Et je pense, oui, qu'en effet, on vit entre 2 mètres carrés, mais c'est le fait aussi qu'à l'époque, l'énergie coûtait pas trop cher, les mentalités doivent changer, et puis le bâti existant, il faudrait le changer, le modifier. Le redécouper. Effectivement, à ce moment-là, tu peux avoir la pièce commune qui est chauffée, où tu peux te réfugier si tu as envie de lire un bouquin qui n'est pas une activité très chauffante, on va dire. Eh bien, tu peux aller le lire dans la pièce commune qui est chauffée. Et puis ta chambre peut être à 16 degrés parce que tu ne vas pas t'y asseoir pour lire un bouquin. Donc oui, et les bâtis existants, évidemment, il faut les réfléchir pour les redécouper autrement. Et ça, c'est un peu un challenge pour les architectes. Hein. Oui, tout à fait. Oui, mais quand on voit la différence de la norme de la taille des appartements entre Bruxelles et Paris, je crois que bon, à Paris, c'est pas assez, mais ici, c'est peut-être un peu trop. Et aussi, en même temps, de voir, par exemple, les familles, est-ce qu'elles peuvent avoir une pièce centrale s'organiser, disons, pour que les chambres ne soient pas chauffées. Moi, ça fait des années que je ne chauffe pas ma chambre. Ça fait penser vraiment à l'époque de nos grands-parents, dans les petits villages, hein. Il y avait l'âtre central, où la dernière bûche brûle, après tout le monde se précipite dans les chambres, et hop, se met sous les couvertures. Avec la bouillotte. Avec la bouillotte. Et du coup, ça crée vraiment des moments conviviaux. Donc chaque soirée, on est tous ensemble, on passe le repas, on fait des petits jeux, on discute, on écoute de la musique, on échange, jusqu'au moment où la dernière bûche s'éteint, et là, tout le monde se réfugie, chacun dans sa chambre. L'échange d'expérience, c'est très intéressant, parce que chacun a une petite astuce, un truc... une manière d'affronter la chose qui est... Oui, c'est ça, je dirais plutôt une façon de penser différente, quoi. On est vraiment dans un conformisme et on ne pense pas à des solutions alternatives qui pourraient nous aider, qui coûteraient moins cher. Ça nous permet vraiment d'ouvrir l'esprit et essayer plein de choses, quoi. Il y a des choses qu'on n'a même pas pensé soi-même. D'isoler une pièce et chauffer juste la pièce où on est, ça sert à rien de chauffer tout l'espace. Ou carrément chauffer son corps. Ça, je trouvais ça super... oui. Ça consomme beaucoup moins de chauffer juste son corps au lieu des grands espaces, juste là où on est. Et au début, moi, j'essayais de penser moi à mon échelle, en pensant à des choses assez communes, et en discutant, on voit qu'on peut aboutir à des choses complètement différentes que ce qu'on n'aurait pas pensé, quoi. Mettre vraiment quelque chose qui chauffe juste le corps, de combinaisons qui permettaient de garder la chaleur, ou carrément un panneau radiant qui permet de chauffer juste à proximité et pas toute la pièce. Des idées qu'on n'aurait pas pensé, on essaie de diminuer la consommation en diminuant la température, mais pourquoi pas juste penser à nous, ou dans notre entourage, mais vraiment limité, proche. On peut, oui, réduire en disant on chauffe de moins en moins, mais là c'est encore plus drastique, on chauffe que notre corps, enfin notre sensation de confort. Le fait, disons, d'essayer de voir un plus grand que ma petite personne. Je partage ce qui ont été mes modestes résultats, mais j'ai un retour des choses qui sont faites par les autres. Et donc ça enrichit, quoi, ça enrichit mutuellement et ça encourage beaucoup. Je ne sais pas si, sans l'encouragement collectif, j'aurais eu l'idée de prendre le challenge des 15 degrés, quoi. Je pense que peut-être je me serais restée dans mon petit 17 bien tranquille. Moi, ce qui m'intéresserait, c'était vraiment cette sélection des meilleures idées, de pouvoir faire les tri, justement, et dire, bon, ça, on a vu que ça marche, et ça, par contre, bon, soit ça ne marche pas, soit ça coûte trop cher autrement, ou ça a des effets secondaires non souhaitables.
Trier les bonnes des mauvaises, parce que des solutions d'anciens problèmes et qui sont maintenant les problèmes actuels, quoi. Donc, quand on pense avoir trouvé une solution, il faut quand même la confronter et la challenger et bien la réfléchir pour être sûr que voilà, c'est pas une fausse bonne idée, quoi. Le début où on parlait de canicule, et moi j'ai adoré, c'est les idées qu'on a testées, qui coûtaient pas cher. C'est vraiment des protections solaires, soit avec le blanc de meudon, soit des rideaux, soit le réflecteur de radiateur. Je trouvais ça chouette, je l'ai testé chez moi, et puis j'ai vu les résultats. Je trouve ça vraiment, on gagne quand même quelques degrés avec presque rien, quelque chose qui coûte 2 fois rien. Moi j'ai testé et je trouvais ça très intéressant et enrichissant, quoi, parce que moi j'avais essayé de mon côté quelques petits trucs et avoir d'autres idées, ben, ça permet de mettre ça en pratique. Et n'importe qui peut le faire. Enfin, j'arrive à ce moment-là, et je trouve ça très intéressant. Je dis, allez, je vais aller plus loin pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'hiver. Quand il y a des adultes responsables qui pensent je vais baisser le chauffage, les premiers qui respectent sont les gosses. Et les gosses, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, si les gosses ils voient que c'est le truc branché à faire, ils vont arrêter de respecter et permettre aux adultes de baisser le chauffage. Moi qui pensais que c'est les enfants qui éduquaient les parents, parce qu'à l'école on parle justement de plus en plus du climat. Moi je pense que c'est plutôt eux qui vont éduquer les parents. Allez, mon premier rêve c'était d'avoir une maison bioclimatique, mais je dis que c'est pas la meilleure solution. Il y a les habitats groupés qui est aussi une bonne solution. Les habitats groupés permettent aussi d'avoir des espaces communs et aussi d'avoir une superficie plus petite. Donc je trouve que ça c'est la meilleure solution. Je vois qu'on retourne même en arrière, il y en a de plus en plus qui font des fours à pain. Et donc tout le monde vient cuire son pain, on chauffe une fois le four, une fois par semaine, et tout le monde vient cuire son pain, et en même temps c'est le moment où on peut discuter avec les gens. Et je trouve que ça, on revient un peu à la période de nos grands-parents, mais c'est pas plus mal. Et puis, c'est froid chez soi, on aura plus envie de sortir. Voilà. Aussi, mais les espaces justement, on voit que les communes, les régions commencent à changer, à habiter l'extérieur pour qu'on puisse vivre dehors. On commence à voir des parcs, des aménagements, des bancs un peu partout. Donc je pense qu'on commence à penser à vivre plus à l'extérieur et avoir des surfaces plus petites. Mettre des chaufferettes à l'extérieur, par exemple. Non, sûrement pas. Il y a moyen de faire des activités à l'extérieur qui nous réchauffent, comme on voit en Asie. Tu vas partout en Asie, dans les parcs le matin, tout le monde fait sa gymnastique. Voilà, les gens qui sont au pouvoir maintenant, je pense qu'ils ont vécu dans une époque, comment dire, d'insouciance par rapport à l'énergie. Ils essayent, comment dire, une politique d'autruche qui nous mène très vite dans le mur. Oui, oui, aussi donc, ils ont un salaire qui n'est pas le nôtre. Donc ils ne sont pas dans notre situation, ils ne vivent pas ce que nous on vit. C'est ça surtout qui me fait peur. Oui, isolé, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment la solution. On vit dans un logement et tout ce qu'on pense à isoler l'extérieur sans penser comment vivre autrement. Moi je suis sûre que la base c'est vraiment, pas que aux architectes mais aussi aux politiques de dire il y a moyen de vivre autrement et faire table rase de ce qu'on connaît. Parce que je crois que c'est le mieux, c'est de partir de zéro, de partir d'autre chose et de se projeter dans un autre futur. Parce que vivre, enfin, sinon on va toujours améliorer ce qu'on a déjà, mais c'est pas l'idéal. Le problème aussi, c'est que, bon, la course à l'isolation, c'est très bien, mais il n'y a pas de suivi qualitatif. Si on isole avec des matériaux de merde, on a une isolation de merde, parce que finalement, bon, les bons matériaux isolants sont chers, sont rares, il y a des problèmes de sources de matériaux, des matériaux qui sont polluants, ou qui viennent du pétrole, etc. C'est très complexe. Puis il faut aussi qu'il y ait suffisamment de matériaux disponibles de la qualité qu'il faut. Et tu ne vas pas démolir à chaque année, tout casser pour recommencer. Donc ça, ce sont effectivement les fausses bonnes idées. Moi, je passe à côté des chantiers, c'est l'horreur. C'est l'horreur parce qu'ils font ça pour que ça soit dans les normes au moment de la consigne des clés. Et dans 10 ans, c'est mort. Ce n'est plus leur problème, non, mais c'est le problème des gens qui ont acheté l'appartement et qui vont se retrouver dans ces trucs qui ne fonctionnent pas du tout. Je veux dire, c'est pas inutile si tu peux t'organiser pour faire une isolation durable. C'est ça qui est extrêmement problématique parce qu'on a peu de ressources et beaucoup de besoins. Donc il faut, d'une manière ou d'une autre, arriver à équilibrer les ressources et les besoins
pour pas tout épuiser. Et les architectes ne sont pas toujours bien formés pour ça et ne sont pas toujours conscients de qu'est-ce qu'il y a. Eux, ils regardent sur une tabelle tel matériau, telle performance. Ok, c'est dans les normes, allons-y. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'union fait la force. Oui, l'union fait la force. Je sais pas, moi j'ai envie de dire, il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une, quoi. Et moi je suis prête à retester les autres hivers, les autres périodes de canicule, les différentes idées qu'on a lancées. Ça oui. Enfin, franchement, qui viennent, hein, qui viennent tester. Moi j'ai envie de dire tester, c'est l'approuver, donc venez au plus de fou, au plus on rit. J'avais voilà. Je pense qu'il est temps. Ouais. Voilà, oui. Youpi.